Bonjour, je suis Teddy Brodelet, fondateur de Tranquillité.fr. Bienvenue dans Vivant. Vivant, ce sont toutes les 3 semaines des conversations ordinaires mais édifiantes, inspirantes voire rassurantes autour des thèmes de la mort et du deuil, avec des invités qui ont accepté de partager leur expérience, mais aussi avec des professionnels qui accompagnent au quotidien des familles endeuillées. Je souhaite, avec ce podcast, apporter un éclairage nouveau sur l'une des périodes les plus difficiles d'une vie pour vous permettre de mieux comprendre ces moments afin de mieux les vivre. Bienvenue pour ce 8e épisode de Vivant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reçois Nathalie Meunier. Son histoire, c'est celle de 2 sœurs qui ont dû affronter le décès de leurs 2 parents, son père dans un accident, puis sa mère quelques années plus tard suite à une longue maladie. Nathalie nous raconte son expérience, la difficulté de faire des choix pour ses proches quand la mort est un sujet tabou, son parcours avec l'EHPAD et l'équipe médicale alors que sa maman avait 30 ans de moins que la moyenne des autres résidents, et l'importance d'anticiper et d'être accompagné dans de telles épreuves. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Teddy. Alors je suis vraiment content et heureux de t'avoir sur le podcast, en tout cas que tu me fasses confiance pour partager ton expérience avec nous. Aucun souci. Je te remercie. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots ? Oui. S'il te plaît. Alors, je m'appelle Nathalie Meunier, j'ai 45 ans, j'ai 2 enfants, de 5 et 11 ans, et moi j'ai accepté de partager ce podcast avec toi, puisque j'ai perdu en fait mes parents il y a 11 et 3 ans. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu as vécu ? Alors, mon papa a été le premier à partir il y a 11 ans, suite à un accident. Donc, moi j'ai une sœur qui a 7 ans de moins que moi, donc Okay. on est 2. Et du coup, là, on a vécu le décès de quelqu'un qui part rapidement. Et il y a 3 ans, ma maman, suite à la maladie, où là, on a connu le décès, où on a vu quelqu'un se dégrader dans le temps. Ok, d'accord. Tu souhaites approfondir chacun des événements ou qu'est-ce que tu souhaites nous dire par rapport à ça ? Je peux dire un mot des deux, parce que du coup, la première expérience nous a été... c'est toujours imposé de toute façon, en tout cas nous, on l'a toujours connu comme ça. On fait partie, bien entendu, de ces personnes qui n'en ont jamais parlé auparavant. Donc l'accident de papa, c'était très brutal. Et dans ce cas-là, nous avions notre maman à charge, qui elle était dans un état... On est tous dans un état comme ça, dans un accident qui est assez catastrophique. Donc c'est l'état de choc qui parle au départ. Donc, pas préparé, discuter de rien, donc on prend toutes les décisions dans l'urgence aussi. Et ensuite, accompagner ma maman, qui n'a jamais vécu seule. Donc on a eu cette part-là aussi avec ma sœur, pardon. C'est l'accompagner dans le quotidien, alors que mon père gérait beaucoup de papiers, en fait, gérait beaucoup de choses. Et du coup, pour qu'elle continue, en fait, à vivre tout seule, en toute parfaite autonomie. Et donc, quelques années plus tard, ma maman est tombée malade. Alors nous on a connu un parcours, on s'est dit cette fois on part de notre expérience avec papa, on va donc faire différemment. On l'a accompagnée déjà dans son parcours médical, mais ça a été très complexe parce qu'elle ne relevait pas d'un protocole bien identifié. Donc on a connu un parcours vraiment douloureux où là un accompagnement aurait été nécessaire pour nous parce qu'il fallait de nous-mêmes aller frapper aux portes des administrations, des médecins, des aides psychologiques, enfin du notaire, enfin d'un peu tout le monde si tu veux bien, pour se dire voilà qu'est-ce qu'on fait, parce que là on voit qu'elle a quelque chose qui ne va pas mais on ne sait pas ce qu'elle a, il n'y a pas de diagnostic, et quelle décision prendre pour quelqu'un qui perd son autonomie aussi vite alors qu'on n'a aucun diagnostic. On a déjà connu cette part-là, et en fait il s'avère que sa maladie a été diagnostiquée assez tardivement, et entre-temps elle a fait une fausse route, elle a été placée en EHPAD à un moment donné où son autonomie a été vraiment très sacrifiée, on va dire, et elle a fait une fausse route à l'EHPAD. Donc là, le décès a été prononcé, et à ce moment-là, avec ma sœur, on s'est dit qu'on allait tirer des choses de notre expérience lors du décès de papa pour gérer le décès de maman. Mais même malgré ça, il y a certaines choses qu'on a pu gérer toute seule, mais d'autres où on a été confrontés à des problèmes, des problématiques, des questionnements. Et on s'est retrouvés encore en difficulté alors qu'on avait déjà fait l'expérience d'un décès d'un parent. Et par rapport à la différence d'expérience entre ton papa, où tu dis ça a été très soudain et vous n'avez pas pu... Qu'est-ce que vous avez pu changer par rapport à ta maman, et où là tu t'es dit vraiment on a tiré des conséquences positives entre guillemets ?
de cette première expérience? Là, ce qu'on avait fait déjà, on avait essayé à un moment où maman allait quand même un petit peu mieux. On avait déjà tenté de parler avec elle avant qu'elle tombe malade, en fait, de quand même si elle avait... Voilà, si jamais ça arrivait, qu'est-ce qu'elle aimerait comme obsèque, des choses comme ça, parce que nous, on ne voulait vraiment pas avoir à choisir ça. Et tu dis tenter. Les papiers. On a tenté d'en discuter avec elle, parce que maman, par rapport à l'accident, elle l'a totalement réfuté. Donc elle l'a vraiment gardé pour elle. Et du coup, elle a bloqué Oui. sur les... C'était un sujet qui était C'était complètement... un sujet qui était très difficile à aborder. Avec elle, même si vous vouliez en parler, Voilà. c'était complètement... C'était très très compliqué pour elle, et jamais elle ne s'est projetée dans sa vie vivre toute seule sans mon père, en fait. Oui, bien sûr. Donc c'est sûr que là, parler de cet accident, pour elle, c'était enfin quelque part, elle a fait un déni, je pense. Elle voulait vraiment occulter la question. Elle a mis des années à trouver un rythme de vie à peu près cohérent pour elle. Donc on a tenté, quand on sentait que ça allait plutôt bien, de lui poser 2-3 questions quand il y avait des connaissances, voilà, qui étaient un peu dans cette problématique-là, de dire, tiens, toi, t'as vu comment ça s'est passé pour papa, on aimerait bien... en fait, ne pas se retrouver dans la même situation si jamais ça venait à arriver, nous laisser peut-être des vœux, les écrire ou les donner à quelqu'un si tu n'arrives pas à en parler directement avec nous, mais au moins ne pas nous laisser nous positionner toute seule face à tout ce qui va arriver au moment des obsèques, du notaire, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas, et par rapport à la famille. Et ça, c'était un point qui était très important pour nous. Ok, d'accord, parce que ça pouvait vous rassurer. Oui, parce que en fait, dès que les personnes décèdent, d'un seul coup, en fait, tout le monde vient vers nous pour nous dire, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que c'est un enterrement? Est-ce que c'est une incinération? Si c'est un enterrement, qu'est-ce que vous voulez choisir? Tout ça, pour nous, on l'a connu très jeune et en fait, ça a été très oppressant. Après, accompagner aussi tous les proches. Et puis, après, tout l'aspect de la succession. Et donc, on revient juste sur la première phase, par exemple, l'organisation des obsèques. Forcément, organiser des obsèques, c'est pas un moment facile. Non. Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être changé pour que ça soit plus facile à vivre à ce moment-là? Le plus simple, je pense, c'est que on ait eu au moins une orientation par notre maman, par exemple. Ouais. Parce que il n'y a que ça, parce que quelque part, quand la personne ne laisse pas de volonté et qu'on n'a pas vraiment d'idée, parce que des fois on sait vraiment que les gens veulent vraiment pas ça, ou préfèrent ça. Là, on est inondé en fait de propositions et on est perdu. Et après, derrière, il y a aussi la question du coût. Donc, c'est vrai qu'il y a entre ce qu'on veut absolument pour nos proches et puis après ce qui est possible de faire, on nous presse le citron dans les délais impartis. Et parfois, sur des personnes qui ne sont pas toujours de bons conseils non plus, on a essayé de tous les démarcher. Nous, on a vraiment fait cet effort-là. On a demandé des devis. On a essayé de vraiment questionner pour être au fait cette fois-ci et de vraiment choisir ce qu'on n'avait pas pu faire pour papa. Et là, je pense que la seule aide qu'on aurait pu avoir, c'est que maman nous laisse quelque part, ou par un moyen quelconque, une information en disant, voilà, moi soit je les prépare, mes obsèques, cette fois, j'ai choisi ça, c'est tout, c'est ici, c'est comme ça que ça se passe, ou alors surtout, vous ne faites pas ça. Ouais. Mais au moins déjà... Au moins des éléments de réponse voilà, là-dessus. Voilà, c'est ça. Comme ça, on sait d'emblée que sa volonté à elle, c'était de ne pas faire ça ou de faire ça. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi, parce que tu as pris le temps, et c'est très rare, de faire quand même plusieurs établissements, de demander plusieurs devis, donc c'est quand même, ça demande une énergie, ça demande du temps, et comme tu dis, les délais d'organisation sont quand même très courts en France. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi cet établissement-là plutôt qu'un autre? Alors, l'accueil de la personne. Ça paraît bête, mais c'est la personne qui nous a peut-être plus paru dans l'écoute, déjà, et dans le conseil. Et puis après, c'est vrai qu'on a cherché la fiabilité, en fait, des pompes funèbres sur Internet, les avis. Mais c'est surtout la personne qui nous a reçu, ma sœur et moi, le contact qu'on a eu et le conseil qu'elle nous a fourni. Où on s'est dit, là, elle ne cherche pas à nous vendre à tout prix toutes les options ou tout ce que nous, on n'aurait pas forcément choisi. Elle est quand même à l'écoute de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Et elle nous a laissé comme cette liberté-là. Elle nous a laissé quand même un temps de réflexion. Bon, les temps sont très courts, mais c'est celle qui nous a le moins, on va dire, harcelé au téléphone. Et c'est pour ça qu'on a abondé dans ce sens-là. Ok, donc le côté humain, tout simplement, finalement, c'est ce que tu as recherché, quoi. Voilà. Ok. Voilà, parce que pour maman, en fait, on savait que de toute façon, l'issue serait celle-ci. Donc on a eu, on va dire, une petite semaine où on s'est dit, cette fois, voilà, tant pis, on y va, on prend le dossier sous le bras, on les fait tous, et c'est vraiment le contact qui a été déclencheur. Est-ce que ça a changé ces pertes-là? Est-ce que ça a changé quelque chose dans soit ta vision de la vie, ou soit la relation que tu peux avoir avec ta sœur? Alors, déjà, la relation avec la vie, on n'est plus jamais les mêmes.
Moi, par rapport aux 2 épreuves qu'on a traversées, je me sens différente aujourd'hui. Mettre un mot là-dessus, ça me paraît compliqué. Peut-être que je vois les choses maintenant différemment. Alors, j'ai toujours du mal à relativiser certaines choses, mais certaines fois, les personnes ne comprennent pas ma réaction, et peut-être que ça vient de ça. Peut-être que c'est parce que le vécu fait que moi, maintenant, dans ces situations-là, je réagis comme ça. Après, avec ma sœur, ça nous a énormément rapprochés. La chance que j'ai eue, c'est que vraiment, on était toutes les deux dans la même lignée, parce qu'on connaissait parfaitement nos parents de notre maman, parce que pour papa, on n'avait pas eu le temps de s'organiser. Et on savait exactement ce que maman aurait voulu ou pas du tout, et on a toujours été d'accord dans nos choix. Donc c'est ce qui a facilité les choses, on s'était vraiment soudés, ce qui fait que dans ce parcours-là, on avait au moins quand même cette chance de pouvoir s'épauler. Donc vous étiez déjà proches avant, Oui, et ça a reconsolidé les liens, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement, non, mais... Non. Ok, d'accord. Et donc juste par rapport au changement que toi, ça a pu avoir sur ta relation avec la vie, ou en tout cas la relation avec les autres, comme tu dis, c'est quoi? Alors difficile de mettre un mot, j'entends. Il y a des choses sur lesquelles je vais être très dure, je m'en rends compte après coup, peut-être notamment par rapport aux enfants, et d'autres, contrairement à d'autres personnes, où je vais être très souple, et c'est incompréhensible pour les autres. Mais c'est plus je pense que mon tempérament a changé. Je sens que des fois, je me dis, parce que forcément, il y a un manque réel, quoi. Je veux dire, même si on fait le deuil au fur et à mesure de notre vie, il y a plusieurs étapes. Ces personnes-là, je les verrai plus jamais. Et c'est vrai que quand je vois grandir, moi, c'est surtout par rapport aux enfants. Je les vois grandir, je vois les grands-parents, et je me dis, voilà, les gens, des fois, ils sont en friction avec d'autres grands-parents. Bon, après, chacun a son histoire, je ne m'immisce pas dans leurs affaires, c'est normal. Ouais. Mais je me dis, c'est dommage, parce que je me dis, demain, peut-être qu'ils ne seront plus là. Et ça m'a fait vraiment, j'ai cette réaction-là, ou alors peut-être plus aussi par rapport aux soins qu'on doit faire maintenant, tous les suivis qu'on a tous, on va dire, j'ai vraiment de plus en plus de mal à les faire aussi. Il y a cette réaction-là chez moi aussi. C'est-à-dire que d'avoir vu maman comme ça a duré que 8 mois, pourtant, ça n'a pas été... C'est vrai que finalement, avec le recul, ça n'a pas été aussi long que ça. Mais je me rends compte pour moi que maintenant, j'évite. Je suis dans le déni. Je ne sais pas comment dire, c'est peut-être que l'hôpital m'a fichu une trouille bleue, c'est possible. Ouais. Ou de me dire, oh là là, si je fais cet examen, qu'est-ce qu'ils vont me trouver, même si... je sais pertinemment qu'il faut le faire parce que c'est dans mon intérêt, dans l'intérêt de tous, j'ai peur de les faire. Alors qu'avant, je ne me posais pas cette question. Et je pense que ça vient de ça aussi. D'accord, ok. Et dès que les enfants sont un peu malades, tout ça, maintenant, il y a un vrai stress. Il y a une vraie tension, il y a une tension qui est là. Qui est présente et que j'arrive pas toujours à maîtriser. Ta maman, c'était une maladie, du coup qui est arrivée vite et qui l'a emmenée vite. Et dont ils savent pas grand-chose quand même, parce que c'est un peu assimilé à Alzheimer... Parkinson, mais bon, en gros, ils savent pas trop de choses. Et c'est vrai que tout ça, ma sœur et moi, ça nous a beaucoup questionné parce qu'on se projette forcément. On se dit, alors moi, demain, peut-être que je vais être visée par ça aussi, mais il y a peu d'éléments de réponse. Et donc, il y a aussi toute une organisation, moi, je sais, par rapport à mes enfants, où je me dis, voilà, demain, je veux pas que, par rapport à leur âge et la projection de eux, adultes, ils soient dépendants de quoi que ce soit et qu'ils soient dans l'embarras de moi. C'est-à-dire que si moi un jour ça m'arrive, moi je prendrai mes dispositions, j'ai fait des choses en amont pour qu'ils n'aient pas en fait à se poser toutes ces questions. T'en parlerais avec eux? Alors je sais pas si j'aurais le courage d'en parler en visu, parce que c'est comme compliqué. Ouais, bien sûr. Si j'y arrive pas en visu, je pense que je procéderai par écrit auprès du notaire ou je sais pas quoi, le conjoint, enfin voilà. Je laisserai quelque chose en disant voilà. Bon, je ne sais pas si je m'étendrai vraiment sur ce que j'ai vécu avec mes parents parce qu'ils étaient petits à ce moment-là, mais en disant que voilà, je ne veux pas être une charge, que s'il arrive certaines choses, je ne veux surtout pas qu'on me mette là-bas et que moi j'ai prévu tout ce qu'il fallait pour pas qu'on me mette dans tel ou tel établissement et que je laisserai des consignes, soit ça je veux pas, soit en tout cas que vous ne soyez pas dans l'embarras et que vous n'ayez pas ce choix psychologique cornélien de dire qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de mes parents? Parce que quelque part, c'est infantilisant aussi, et quel que soit l'âge de la personne où ça arrive, on n'a pas envie en fait de prendre ces choix-là pour ses parents. Enfin, moi, j'ai pas été éduquée, ma sœur et moi, on n'a pas été éduqués dans cet esprit-là. Mes parents ont toujours été autonomes, et on nous a jamais dit, tiens, demain, tu décideras pour moi. Et ça a été très difficile pour moi. Parce que notamment pour maman, parce que c'est vraiment nous qui avons pris la décision, à un moment donné, de dire stop. Et ça, l'hôpital, on a eu de la chance, si on est tombé sur une personne
qui a finalement pris du temps pour nous recevoir parce qu'il sentait bien que ça n'allait pas. On avait exigé quand même de rencontrer quelqu'un et qui a pris vraiment du temps pour nous expliquer, essayer de nous déculpabiliser. Parce que moi, il y avait des choses qu'on me demandait et je me suis dit, mais si je fais ça, c'est moi qui vais provoquer le décès. Et ça, moi, j'ai eu énormément de mal à l'accepter. Donc, il y a eu un travail avec l'hôpital à un moment donné par rapport à ça pour me déculpabiliser de ça. Mais donc là, c'est très important dans ces choix-là aussi, du coup, que les proches s'entendent. Oui, voilà. Forcément. Et donc, je voudrais éviter à mes enfants ces choix-là. Ok. Si c'est possible. Est-ce que comment ça a été vécu? Tes enfants étaient t'avais déjà ton garçon? Alors, quand j'ai perdu papa, j'ai accouché de mon fils quelques mois plus tard. Donc voilà. Et par rapport à ta maman et la relation avec tes enfants et... Alors, Maxime était très proche. Lui, moi je les ai isolés en fait. De ça, j'ai essayé de les isoler. Ma fille était toute petite, Soline avait 2 ans. Maxime posait beaucoup de questions du coup, parce que lui, il avait l'image de ma maman très accompagnante, très maternelle, de ce qu'il avait connu jusqu'à présent. Et je pense qu'il s'est posé beaucoup de questions, mais il n'arrivait pas à les verbaliser. Et c'est le jour du décès où il a absolument voulu la voir. Moi, je lui ai rien imposé. Parce qu'en fait, elle est décédée et après, elle a été dans le funérarium quelques jours, jusqu'aux obsèques, enfin jusqu'à l'enterrement. Moi, j'en ai discuté avec lui, je lui avais dit, mamie, elle est là. En fait, au début, je lui ai expliqué que sa grand-mère était malade, que ça s'annonçait un peu grave quand même, donc il ne pouvait pas la voir. Bon, je ne suis pas rentrée dans les détails parce qu'on ne savait pas non plus, en fait. Qu'elle faisait des séjours en hôpitaux, donc je ne souhaitais pas qu'il y aille parce que je jugeais qu'il était trop petit, et que ça allait lui renvoyer une image de sa grand-mère que je ne souhaitais pas. Et en fait, après, donc maman, on a été obligé de la placer en urgence. Nous, on a connu ça aussi avec ma sœur. Comme elle n'était pas dans un protocole en fait bien établi à l'hôpital, elle faisait que des séjours et renvois chez elle systématiques. Ça n'allait plus, donc il a fallu qu'on la place, mais d'urgence. Ça, c'était une décision très très difficile pour nous. Et là, elle s'est retrouvée dans un EHPAD qui a été très bien pour elle avec le recul, mais les enfants n'ont pas de place là-bas. Pour moi, voilà. Donc en fait, je lui ai expliqué avec des mots simples que maintenant, elle était dans un établissement où des gens veillaient sur elle. C'était dans son intérêt, pour sa sécurité, et que malheureusement, je lui ai expliqué avec des mots simples qu'à un moment donné, mamie n'a pas bien mâché en fait, et s'est étouffée en fait. Mais c'est vrai que du coup, mon fils est un enfant qui se questionnait déjà énormément sur la mort. Ça durait déjà depuis pas mal d'années, et il fallait qu'il visualise la chose, je pense. Dans sa tête, il posait beaucoup de questions. Alors, on explique que le cœur ne bat plus. J'ai essayé de lui expliquer que voilà, son corps allait descendre dans le cercueil sous terre, mais que son âme restait dans le ciel. Enfin voilà, il était petit, donc j'essayais de dire des choses qui n'étaient pas totalement fausses non plus. Non, mais d'imager en tout cas. Mais d'imager un peu. Et en fait, je lui ai dit, voilà, maintenant mamie, elle est dans un funérarium. Alors je lui ai dit, c'est toi qui vois. Je lui ai laissé le choix. Je lui ai dit, c'est soit tu ne veux pas, il n'y a pas de souci. Soit tu veux lui dire au revoir et c'est là où tu vas lui dire au revoir. Et j'étais pas sûre parce que je me suis dit, je vais pas le forcer, il faut que ça vienne de lui. Mais je pense qu'il avait tellement de questions et qu'il avait tellement pas vu sa grand-mère depuis longtemps qu'il fallait qu'il la voie. Et en fait, il a été la voir. Il a jamais voulu m'en parler. Il a écrit un mot en fait sur le recueil, assez vraiment attendrissant sur sa grand-mère. Et je pense que du coup, ça a fermé un chapitre sur la mort pour lui. Parce que déjà, le grand-père, en fait, il n'a jamais pu le visualiser, il ne l'a jamais connu. Et c'était le premier décès qu'il vivait, en fait, mon fils. Donc, je pense qu'il avait besoin de la voir. Et j'ai senti dans son attitude et dans son regard, effectivement, il y a l'aspect affectif, ça, et c'est lui qui va le gérer comme il le gère, mais ça a répondu à des questions sur la mort. D'accord. Et donc, tu penses, ou en tout cas, tu as pu constater parce qu'effectivement, en fait, dans les témoignages qu'on peut avoir, ou en tout cas les on-dit et les choses comme ça, il y a beaucoup de gens qui auraient tendance à ne pas laisser les enfants, les petits-enfants en tout cas, aller voir leurs grands-parents dans le funérarium ou dans ce genre d'endroit, parce qu'ils estiment que c'est forcément pas facile et que c'est dur. Parce qu'on vit notre expérience et on se projette sur eux en fait. Et lui, en tout cas, il avait une agitation permanente. Je pense qu'il était trop en questionnement. Et puis du coup, il fallait vraiment qu'il la voie. Je ne saurais jamais, il a voulu y aller seul, donc je ne saurais jamais ce qu'il a pu dire ou penser de sa grand-mère. Et ce qu'il a retenu, c'est qu'elle était froide, je l'avais prévenue. Donc ça l'a quand même... Il s'y attendait, il le savait, mais de le voir, c'est différent.
Mais lui, il se posait beaucoup de questions. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Mais on devient quoi? Et puis après quoi? Et puis comment ça se passe? On a mal ou pas? Enfin, et du coup, de perdre un proche aussi proche que sa grand-mère, ça a répondu à une partie de ses questions. Peut-être pas toutes, c'est sûr, parce qu'il était encore petit. Mais je pense que ça a été important pour lui de le faire. Ok, et donc ça a changé quelque chose, Oui. et il t'en parle encore, enfin il a eu l'occasion d'en reparler Oui, après ça? oui, ça arrive, oui. Quand on est dans des situations où voilà, on parle de moments comme ça, il me dit, je lui ai déjà demandé, je lui ai dit, est-ce que tu es content du coup de l'avoir fait, ou est-ce que si ça serait à refaire, est-ce que tu aurais dit, bah non, j'y vais pas. Non, pour lui, il y serait retourné. Ok, Ouais. d'accord, donc ça a apporté une certaine sérénité, en tout Oui, cas pour lui. oui. Ça lui a permis de voir quelqu'un de mort aussi. Donc ça a mis un mot sur la mort, je pense pour lui, et qu'il en avait besoin. Parce que du coup, il voyait pas bien en fait ce qu'on devenait plus tard, et je pense que c'était le moment pour lui en fait de répondre à cette question. Où moi, j'avais énormément de mal à le verbaliser parce que je vivais les choses avec ma mère, puis je voulais pas parler de mon papa comme ça. Et en fait, là, bah, pour lui, c'était un moyen de s'approprier la mort, je pense. J'ai bien compris que dans tout ce parcours-là, bah, ta sœur a une place prépondérante et ça a vraiment renforcé les liens, donc ouais. vous êtes soutenus, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses, peu importe quoi, hein, mais d'autres choses qui t'ont aidé pour ton papa, pour ta maman, des choses, des gens? Ça- Alors, le notaire, ça c'est indéniable. On a une chance inouïe d'être tombé sur un notaire qu'on connaissait bien, en qui on avait confiance et qui a une gestion assez familiale des choses. Donc en fait, on ne s'est pas senti, voilà, toujours, on pouvait vraiment le contacter quand on voulait. Il est assez accompagnant. Donc en fait, ça nous a quand même aidé, mais c'est quand même que pour la partie successorale. Il ne peut pas tout faire. On est d'accord. Durant ce parcours, on n'a pas pu compter sur. On a déjà plus beaucoup de personnes dans la famille, donc côté familial, c'était vraiment ma soeur et moi. On est tombé sur des personnes qui étaient vraiment mal dans leur métier, ça c'est clair. Parce qu'à un moment donné, pour maman, on avait besoin d'une assistante sociale. J'avais jamais rencontré d'assistante sociale jusqu'à présent, j'en avais pas eu besoin. Et au sein d'un centre hospitalier sur Dijon, je suis tombée sur quelqu'un qui m'a vraiment choquée et qui m'a fait reprocher ma position. Parce que c'était un moment où elle sortait de l'hôpital. On ne s'était jamais rencontrés jusqu'à présent. Elle m'a jugée en me disant oui, vous n'accueillez pas votre maman chez vous, alors que c'est elle qui signait sa sortie par rapport à son mal et ses symptômes, c'était juste impossible et pour elle, pour moi. Elle m'a vraiment jugée, je l'ai senti très mal. Et là, je me suis dit, ça va être très compliqué. Je suis sortie de ce rendez-vous vraiment ébranlée, on va dire. Et heureusement, dans notre malheureux parcours médical, on est tombé sur une autre assistante sociale au CHU, cette fois, qui, elle, était tout l'inverse et tout ce qu'on attend d'une personne comme elle, qui nous a vraiment acceptés tels qu'on était, nous a rien reproché dans nos choix, nous a exposé les choix comme on les avait, mais pas en nous disant oh là là. Faut faire ci, faut faire non. ça, ou si vous Elle faites nous ça. a dit voilà, vous êtes à ce stade-là de votre parcours, voilà ce qui est à votre disposition. Je suis à votre disposition pour tous les choix que vous allez faire. Donc là, on s'est senti dans l'écoute et puis accompagné. On avait vraiment besoin à ce moment-là d'accompagnement. Donc il y a eu cette personne-là qu'on a remerciée chaleureusement. On a eu quelques personnes qui étaient dans le social à travers les caisses de retraite et de prévoyance de mon père. Mais très peu de personnes finalement. Donc on a manqué cruellement, nous, d'accompagnement humain, l'empathie, la compréhension de ce qu'on traversait, parce que notamment pour ma soeur qui a comme 7 ans moins que moi, c'est vrai que même par rapport à ses proches, les proches ne comprenaient pas toujours comment ses réactions, parce qu'eux sont à 1000 années-lumière de ce qu'on vivait. Je veux dire, elle avait déjà perdu son père, et on était à sa maman, là où les autres commençaient à perdre leurs grands-parents. Donc en fait, il y avait un décalage, réel de vécu. Et du coup, elle ne pouvait pas vraiment demander de l'aide à ses amis proches parce qu'elle me dit bah, je sens bien qu'ils ne comprennent pas en fait. Est-ce qu'ils ne comprennent pas? Est-ce que c'est un manque de compréhension ou c'est peut-être aussi la mort, c'est un sujet hyper tabou, hyper compliqué? Il y a une partie des gens qui ferment la porte, on ne leur en veut pas parce qu'on le sait. Je veux dire, ils ne savent pas faire. Les gens ne savent pas. Donc au début, on a un peu mal au cœur, mais on se dit, bah, après, je comprends, parce que de toute façon, moi, à leur place, je ne sais même pas comment j'aurais réagi de toute façon. Après, c'est humain. Les gens, après, reviennent ou pas. Enfin, voilà, c'est tout. Mais dans le discours de ma sœur, c'est vrai qu'on passe par des hauts et des bas. Des fois, on n'est pas bien. On n'est vraiment pas bien. On pleure, on crie, on est perdu. Enfin, des fois, on a des troubles de mémoire aussi. On se trouve dans des états un peu compliqués. Et les gens nous disent, oh là là... mais pourquoi tu es toujours dans cet état-là? Je comprends pas. Oui, mais c'est pas si grave.
Et en fait, des fois, des réactions comme ça, on se dit, quand même, si, un peu, quoi. Et du coup, des réactions un peu, voilà, dans le vif du sujet, parce que là, on a vraiment une décision dure à prendre. Et parce qu'ils ne suivent pas le parcours comme nous, ils suivent que certaines phases du parcours. Et je pense que vraiment, elle était entourée de gens qui lui étaient proches, mais qui ont mis du temps, beaucoup, beaucoup de temps, à comprendre ce qu'elle vivait. Vraiment. Et commencent seulement maintenant peut-être à le comprendre parce que eux maintenant commencent à être impactés et voir un peu à quoi ça peut ressembler en fait. Et du coup se disent, ah bah oui, du coup maintenant on comprend mieux tes réactions. Donc elle s'est sentie encore plus isolée que moi parce qu'elle vit seule. Et en fait elle s'est sentie vraiment toute seule dans ses décisions, quoi. Et puis du coup pas d'accompagnement pour la soutenir tout simplement, parce que on a besoin d'être là pour maman, il fallait pas flancher et elle pouvait compter que sur nous. Et du coup, ça aurait été quoi simplement un soutien dans ton entourage après alors il y a l'entourage, amis, oui et non, parce que dans l'entourage on a tous notre peine, quel que soit le niveau de la peine. Donc les gens font ce qu'ils peuvent, ils ont chacun leur peine aussi par rapport à la personne concernée. Un tiers, je pense que c'est bien, avec le recul, parce que je me dis de pouvoir appeler quelqu'un qui va pouvoir être disponible, la disponibilité telle qu'on le souhaite, parce que dans ces moments-là, faut pas nous dire, voilà, j'ai un rendez-vous dans 6 mois. Ah bah non, ça répond pas à ma demande. Ça, c'est pas possible. C'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir nous épauler, parce qu'on avait à cœur de ne pas avoir de soutien médicamenteux, vu le parcours qu'on connaissait avec notre maman. Nous, on aurait aimé avoir quelqu'un qui juste était là, à l'écoute, de pouvoir l'appeler quand on en avait besoin, de dire là ça va pas du tout, j'ai besoin de parler. Et des fois juste de pouvoir parler à quelqu'un qu'on sent à l'écoute de notre problème, ça fait du bien et ça redonne du courage pour la suite. Ou alors ça aide parfois aussi à y voir plus clair, parce qu'à un moment donné on est perdu dans les décisions, on se dit oh là là, on la voit se dégrader, ça va pas, mais qu'est-ce qu'on va faire et qui on va aller voir aussi. Et juste avoir aussi ce conseil-là de dire attention, il y a ça qui existe, ou ça, et tout ça, nous, on ne sait pas. Oui, bien sûr. Donc, et ça permet d'échanger et de se dire là, je sors du rendez-vous et je me dis j'ai des solutions. Ou alors, j'ai parlé à quelqu'un, je me sens mieux, maintenant, je vais pouvoir y aller, quoi. Ouais, ça aurait été important pour nous. Okay. Et du coup, c'est vrai que la mort est un sujet, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent soit par la maladie, soit par la force de l'âge, isolés en EHPAD, avec des personnes qui se retrouvent à gérer leur vie, enfin leurs parents, leur vie professionnelle, des fois même leurs enfants. Il y a tout à gérer. Oui, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup connu ça parce que les gens ne comprenaient pas. Moi, j'avais Soline qui avait à peine 2 ans et que parfois, je vivais mal le fait de ne pas pouvoir m'en occuper aussi comme je voulais, quoi. Alors que la majorité des personnes que je croisais dans cette EHPAD, ils étaient tous retraités. Bien sûr. Donc il y a mais on n'est pas si isolé que ça. Il y a beaucoup de gens dans cette situation-là qui sont seuls en fait. Et du coup, est-ce que toi, avec l'expérience que tu as, est-ce que tu aurais des conseils simples ou un conseil simple peut-être à donner, quelque chose qui pourrait être facilitant pour les personnes justement qui actuellement ont des parents dans des établissements comme ça et sont un peu en souffrance ou se trouvent un peu perdus? Il ne faut pas hésiter, je ne sais pas si ça existe, faut déjà essayer à tout prix d'en parler. Il ne faut pas se laisser impressionner, je pense aussi, par les personnes qu'on rencontre dans ces EHPAD qui sont soit pas disponibles aussi, ils ont leur raison aussi, mais il ne faut pas se laisser impressionner, il faut essayer d'en parler, essayer à tout prix de trouver le contact de quelqu'un qui va vraiment les aider dans leur démarche ou qui vont vraiment les aider dans leurs émotions aussi, dans la gestion des émotions. Parce que c'est ça aussi qui permet ou pas de bien vivre le deuil ou la maladie de quelqu'un et de pouvoir continuer ou pas, quoi. Et des fois, de pouvoir être reçu, moi, c'était vraiment ça, mon attente, c'était de pouvoir trouver quelqu'un qui soit disponible de suite. Alors c'est sûr, c'est compliqué, on est bien d'accord. Mais de dire, voilà, cette personne-là, elle me connaît, elle a pris le temps de me connaître, elle sait quel est mon problème, si je sais que si je vais l'appeler par quelque moyen que je sois, elle va me renseigner ou elle va juste m'écouter. Mais taper à la bonne porte, c'est compliqué. C'est très compliqué. Et ne pas hésiter d'en parler. Parce que vraiment, alors, le centre médical, le milieu médical en soi aujourd'hui, je ne peux pas leur jeter la pierre. Je veux dire, ils connaissent de telles problématiques aujourd'hui que ils ne peuvent pas être toujours disponibles non plus. Mais on a quand même eu un moment où maman était hospitalisée pendant plusieurs mois, impossible de voir quelqu'un. Et quand on arrive enfin à avoir rendez-vous, c'est pour signer sa sortie. Tout ça, c'est très mal vécu, quoi. On se dit, attendez, j'ai essayé de vous appeler, mais j'ai vraiment beaucoup appelé, quoi, pour essayer de vous rencontrer. J'étais disponible pour aller loin aussi pour vous voir, parce qu'ils font des permanences un peu partout. Vous ne m'avez jamais recontacté.
Ça, c'est dur. Ok. Parce qu'on se dit, du coup, ils s'en fichent. Mhm. Tout comme à la fin de sa maladie, de dire, votre maman, elle va rentrer chez elle. Mais elle va pas rentrer chez elle, c'est quand elle rentre chez elle, maintenant, c'est elle rentre tout de suite, dans la minute. Et donc, nous, on a été obligés de se mettre dans la situation de refuser sa sortie, en disant, tant que j'ai pas vu quelqu'un qui va m'expliquer clairement ce qui se passe, je dis non, mais au point de camper là-bas. Donc, c'est quand même des situations qu'on n'a pas envie de faire, Je veux dire, on n'a pas envie de se mettre dans ces situations comme ça. On aimerait mieux anticiper et faire les choses un peu plus correctement, mais on ne nous a pas laissé le choix. Donc c'est tous ces moments-là où, effectivement, ils ont reconnu, on leur a dit, que ils n'étaient pas très disponibles pour échanger là-dessus, qu'avant, il y avait un véritable accompagnement de la famille, il y a des années de ça, j'en sais rien, et qu'aujourd'hui, c'est pas possible, parce que, c'est pas leur boulot, ou alors ils sont en moindre nombre, c'est pas possible. Donc c'est vraiment à la personne qui accompagne le malade de trouver la bonne personne qui va l'accompagner pendant tout ce trajet-là, Mais c'est difficile. Oui. Ok. Et au point de vue administratif sur la fin de vie, c'est pas vraiment un domaine que je maîtrise. Non. Où tu as rencontré des difficultés, en fait. Même si c'est effectivement très dur de mettre ses parents en EHPAD, et à un moment donné, c'est quelque chose où on n'a pas forcément envie, mais des fois, il n'y a pas forcément le choix non plus. Là, non, Quelle démarche il y a eu à faire? Parce que pour beaucoup de gens, ça doit être juste, allez, je rencontre les personnes dans l'EHPAD, je les dépose, terminé, quoi. Non, ça se passe pas. Alors, nous ne connaissions rien à l'EHPAD. L'EHPAD s'est imposé à nous en 24 heures. C'est-à-dire qu'en 24 heures, on nous a dit, voilà, votre maman, elle sort demain. C'est nous, ma sœur et moi, qui avons pris nos téléphones et appelé en urgence à l'aide de la fabuleuse assistante sociale pour trouver une place pour le lendemain. Donc bien entendu, on n'a pas pu en parler avec elle sur les seuls moments de lucidité qui lui restaient. L'EHPAD, ça coûte quand même un certain prix, donc à ce moment-là, la question ne se pose absolument pas. Quand on arrive là-bas, nous, on a eu de la chance, je pense, mais c'est quand même un établissement où on nous pose des questions, sur le coup, on n'est pas du tout préparé, parce qu'on est arrivé, je me souviens, on nous a dit, si elle est décédée, est-ce qu'on réanime, est-ce qu'on réanime pas Nous, on n'en était pas du tout là, psychologiquement parlant, on en était à se dire, on va diagnostiquer sa maladie, et c'est peut-être que du temporaire. C'est voir maman, qui avait quand même presque 30 ans de moins que tous les résidents, on fait avec, je veux dire, mais... Je pense que l'EHPAD, c'est pas une partie de plaisir, quand même, quand on n'est pas préparé. Quand les personnes n'ont pas fait le nécessaire en amont, il faut vraiment, je pense, prendre le temps de visiter ces établissements, parce qu'en plus, il y en a de différents paliers. Alors bien sûr, il y a ceux pour les valides, et puis ceux pour lesquels ils ont moins d'autonomie, qui sont plus difficiles d'accès. Pour déjà se préparer psychologiquement à voir les proches là-bas, je pense, parce que c'est un choc, quand même, au départ. Et parce que les gens ne sortent pas comme ils veulent. Et puis je pense aussi que même s'il y a tout le personnel qu'on veut, il faut quand même être très présent et visiter ces établissements pour voir ce qui s'y passe, quand même, pour s'assurer que quand même tout ce qui s'y passe, c'est vraiment ce qui s'y passe, parce que on a quand même des doutes. Et ça coûte, nous, pour notre part, c'était quand même 3 100 € par mois. Donc on a eu, heureusement ou pas, j'en sais rien, mais... mes parents avaient les fonds à ce moment-là, donc le notaire a eu la souplesse en fait de nous dire vous prenez cet argent, je vous laisse l'utiliser, parce que je sais comment vous l'utilisez, il n'y a pas de souci. On a pu piocher, parce que nous on aurait été dans l'incapacité, ma sœur et moi, avec nos charges actuelles, de pouvoir financer un tel établissement. Et cet établissement, c'est que l'hébergement. Et quand vous êtes placé en urgence, il n'y a pas d'aide, parce que les aides, on n'a pas constitué, enfin je veux dire, c'est comme ça. Faut être averti avant, clairement. Donc oui, parler de la mort, parler de toutes ces solutions, essayer de se projeter dans la mort et de se dire, moi demain, si je suis invalide ou si je perds la tête, qu'est-ce que je prévois de faire? Est-ce que j'ai les fonds pour le faire? Et puis laisser des consignes. Parce que laisser les proches choisir comme ça, c'est super dur. Ouais. Avec le recul maintenant, je me dis, on aurait eu le nom de sa maladie avant, je l'aurais renvoyé chez elle. L'EHPAD était bien. On va dire, pour leur travail à eux, je ne peux pas leur dire, ils ont fait ce qu'il fallait, mais... de l'avoir vu là-bas, pour moi, c'était un choc. Et je me dis, finalement, ils n'ont pas pu l'aider sur sa maladie, c'était pas du temporaire, parce que ça s'est transformé en définitif. Et je me dis, finalement, j'aurais préféré qu'elle reste chez elle. Mais on ne nous a pas laissé le temps d'organiser le maintien à domicile. Okay. Donc c'est tout ça aussi qui est compliqué. Le maintien à domicile, on ne connaît pas les aides. Donc là, l'assistante sociale du CHU nous a bien dit, il faut faire ça, mais attention, c'est des dossiers, il faut présenter 30 feuilles, ça prend 6 mois, enfin... C'est très long tout ça. Bien sûr. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui aient le temps en fait de faire ça. Là, plus souvent, les gens que je connais, souvent, ça se fait quand même assez rapidement, quoi.
Il n'y a que la personne qui, de son vivant, a fait le nécessaire et prévu tout ce qu'il fallait, qui arrive dans de bonnes conditions dans les EHPAD, c'est à peu près tout, quoi. Ouais. Donc non, l'administratif, l'EHPAD, oui, constituer les dossiers très compliqué. Et pourtant, la paperasse, ma sœur et moi, on avait déjà fait pour papa, on connaissait un petit peu. Et aussi, peut-être, parler avec ses proches de ce qu'on a peut-être en termes de prévoyance. Parce que ça, les gens ne le savent peut-être pas, parce qu'ils méconnaissent les choses à travers leur emploi. Nous, on s'est retrouvés pour papa un peu pointé du doigt au moment de demander un capital décès pour maman. Et ça, c'est pareil, c'est pas très confortable, alors qu'elle était dans son bon droit, quoi. Mais c'est nous qui faisions la demande parce que elle n'était pas papier du tout, elle était complètement perdue, quoi. Okay. Et ça, cette partie-là, il y a une grande méconnaissance des gens, des droits, de ce qu'ils ont le droit de faire, de ce qu'ils peuvent bénéficier de faire, et puis qu'est-ce qui existe aujourd'hui, on n'est pas du tout informé. Et comment le faire. Eh ben oui. Et là, c'est le chaos complet, hein. Oui. Donc nous, on a usé de de ce qu'on savait, de nos proches, on les a tous sollicités comme on pouvait, partout, pour essayer de taper à toutes les portes, mais je veux dire, c'est d'avoir une seule personne en face qui fasse les démarches et qui est au fait de tout ce qui est possible de faire, pour nous, ça aurait été le Graal, quoi. Okay. Vraiment. Okay. Ça soulage d'un certain nombre de démarches et de réflexions qu'on pourrait avoir par rapport à des personnes qui ne comprennent pas. Et on se dit, cette personne-là, je lui fais confiance, je sais que moi, ce que je dois faire, mais derrière, je sais qu'on m'a présenté toutes les solutions. Ok, et juste pour conclure peut-être, à moins que tu aies des choses à rajouter, mais le temps que tu as passé, tu n'aurais pas eu à gérer toutes ces démarches, le côté administratif de ce que tu as vécu, tu n'aurais pas eu à faire tout ça, tu aurais passé ton temps à quoi? Avec ma mère. Tout simplement, quoi. Parce que là, j'ai l'impression qu'on m'a volé du temps. Alors, pendant le temps qu'elle était malade, et puis après son décès, me laisser juste le temps de me recueillir. Parce qu'on a tous envie de ça, je pense, à un moment donné. Surtout quand on a accompagné quelqu'un comme ça dans la douleur et qui s'est dégradé. C'est difficile déjà. Et on se dit, j'aimerais... Nous, on l'a vécu comme ça avec ma soeur. On s'est dit, on aimerait juste qu'on nous laisse tranquille, là, et que... nous laisser le choix de se dire, si tu veux rien faire de ta journée, ne fais rien de ta journée, ça participe au deuil aussi, et si tu veux penser à elle, pense à elle, si tu veux retourner chez elle, vas-y, mais ne pas être dans l'urgence de ces papiers qui sont chronophages, et pour lesquels il y a un délai qui est incontournable. Et laisser les gens, en fait, dans leur deuil, parce que le deuil nécessite plusieurs étapes, et on ne le vit pas tous de la même façon. Je pense que le message est clair, anticiper tant qu'on peut, c'est bien. Oui. Mais voilà, en tout cas, merci beaucoup de ton témoignage qui est très, vraiment très, très très complet. Voilà, on a beaucoup de choses, beaucoup d'informations, et je pense que ça va aider vraiment énormément les personnes qui peuvent nous écouter, qu'ils le vivent ou qui soient amenés à le vivre en tout cas. Ça donnera des clés de compréhension. Donc vraiment, merci à toi pour ta sincérité. Écoute, je te remercie d'avoir pris le temps d'avoir reçu. Très belle journée à toi. À toi aussi, Teddy. Salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter et à partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Et n'oubliez pas la note 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela aide beaucoup Vivant à se faire connaître. Je veux également vous remercier car vous êtes vraiment de plus en plus nombreux à écouter et à vous abonner à la page Instagram et à liker la page Facebook tranquillité.fr. Donc je suis vraiment très heureux et ça me touche beaucoup. Pour finir, je tiens à nouveau à vous souhaiter une très très belle année 2021, qu'elle soit douce, paisible et pleine de bonnes choses pour vous et pour vos proches. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez soin de vous.